What? What? L'Iran supplie pour obtenir la clémence. Des agents du renseignement iranien ont contacté la CIA pour discuter des conditions de fin du conflit. Réponse américaine ? Trop tard. L'homme qui a ordonné la tentative d'assassinat contre Trump est aussi mort. Je suppose que vous avez entendu que l'intensité allait croître après le deuxième jour, et c'est ce qui s'est produit la nuit dernière. Écoutez. C'est le bruit des cibles du CGRI frappées à Téhéran, enregistré par des citoyens iraniens, quelques heures seulement avant que j'enregistre cette vidéo. Un commentateur a qualifié cela de véritable enfer pour l'armée iranienne. Ensuite, nous avons également le général Dan Kane qui explique l'ampleur de l'opération qui a commencé il y a seulement 4 jours. Ceci a été l'une des opérations militaires les plus intenses de l'histoire moderne. Les statistiques ne couvrent que les 24 premières heures. Écoutez bien. Jusqu'à présent, l'opération Fureur épique a déployé 2 fois plus de puissance aérienne que la campagne de choc et stupeur en Irak en 2003, sans Paul Bremer et la construction d'une nation. La campagne a une intensité 7 fois supérieure à celle des précédentes opérations d'Israël contre l'Iran pendant la guerre de 12 jours 7 fois. Et comme l'a dit le président Trump, d'autres vagues, plus nombreuses et plus importantes, arrivent. Nous ne faisons que commencer. Nous accélérons, nous ne ralentissons pas. Les capacités de l'Iran s'évaporent d'heure en heure, tandis que la puissance américaine devient plus féroce, plus intelligente et totalement dominante. Encore plus de bombardiers et de chasseurs arrivent aujourd'hui même. Et maintenant, avec le contrôle total du ciel, nous allons utiliser des bombes à gravité de précision, guidées par GPS et laser, de 500, 1000 et 2000 livres, dont nous avons un stock presque illimité. Nous avons d'abord utilisé des munitions de précision à longue portée, mais ce n'est plus nécessaire. Nos stocks de celles-ci, ainsi que de missiles Patriot, restent extrêmement importants. L'ennemi n'est plus capable de tirer le même volume de missiles qu'auparavant, loin de là. Et le chef d'état-major exposera certains de ces pourcentages. Nos défenses aériennes et celles de nos alliés ont encore une large marge de manœuvre. Nous pouvons soutenir ce combat facilement aussi longtemps que nécessaire. Et comme je l'ai dit hier, c'est nous qui fixons les conditions. Nous en sommes maintenant au 5e jour. Plus de 2000 cibles ont été frappées à l'intérieur de l'Iran, rien que par l'armée américaine. Mais voici ce qui met vraiment l'Iran à genoux. Ils sont en train de manquer de lance-missiles. Regardez ces chiffres. Le premier jour, l'Iran a lancé 350 missiles. Au 5e jour, ce chiffre est tombé à 40. Le premier jour, ils ont lancé près de 300 drones. Au 5e, ce chiffre est tombé à 45. La stratégie de l'Iran vise à augmenter le coût pour les États-Unis et leurs alliés afin d'obtenir un cessez-le-feu. Mais cela est impossible sans pouvoir lancer de missiles. Je suppose que l'Iran recevait ces conseils de Twitter, parce que les calculs de l'Iran étaient assez simples. L'Iran voulait avoir plus de missiles qu'il n'y a d'intercepteurs dans la région. Et ensuite, les dirigeants iraniens pensaient qu'ils allaient s'en sortir gagnants, puisqu'ils avaient plus de missiles. Mais ils ont oublié que les États-Unis et Israël visaient à la destruction des lanceurs, pas seulement des missiles. L'Iran peut stocker des milliers de missiles, mais cela importe peu sans lanceurs pour les tirer. Il y a 3 jours, des responsables israéliens ont indiqué que la capacité de lancement de l'Iran avait été réduite de moitié. Maintenant, la situation empire. Selon un rapport qui vient de sortir il y a 2 heures, l'Iran n'a plus que quelques jours de frappe de missiles devant lui. Ce n'est pas qu'il manque de missiles, mais de lanceurs. Pour l'Iran, les lanceurs servent presque une seule fois. Après usage, la surveillance américaine les repère et les détruit avant qu'ils soient mis à l'abri. C'est exactement pour cette raison que nous voyons de moins en moins d'impact partout au Moyen-Orient, y compris dans les pays du Golfe, et bien sûr, en Israël. Voici de nouveau le général Kane qui explique cette baisse.
Ce matin, le commandement central des États-Unis progresse régulièrement. Les tirs de missiles balistiques de théâtre iraniens ont diminué de 86% par rapport au premier jour des combats, avec une baisse de 23% rien que sur les dernières 24 heures. Et leurs tirs de drones kamikazes ont diminué de 73% par rapport au premier jour. Ces progrès ont permis au CENTCOM d'établir une supériorité aérienne locale sur le flanc sud de la côte iranienne et de percer leur défense avec une précision et une puissance de feu écrasantes. Nous allons maintenant commencer à progresser vers l'intérieur des terres, frappant de plus en plus profondément en territoire iranien et créant une liberté de manœuvre supplémentaire pour les forces américaines. Et maintenant, voici quelque chose d'intéressant et d'un peu ironique. L'amiral Cooper a confirmé hier que l'armée américaine elle-même lance désormais des drones kamikazes en Iran. Il s'agit en fait de versions améliorées du drone Shahed que l'Iran a inventé, et du même drone qu'ils ont fourni à la Russie, que la Russie utilise pour tuer des civils ukrainiens. Eh bien, devinez quoi? Les États-Unis ont pris le design, l'ont amélioré, et maintenant ils le renvoient en Iran pour éliminer les personnes qui ont essentiellement inventé ce drone. Écoutez bien. Pour la première fois, la Task Force Scorpion Strike du commandement central américain a lancé d'innombrables drones kamikazes, obtenant des effets massifs. Je rappelle que ces drones étaient initialement conçus en Iran. Nous les avons ramenés en Amérique, nous les avons améliorés, puis nous les avons renvoyés directement contre l'Iran. Maintenant, avant que nous regardions combien de ressources l'armée américaine a engagées dans cette opération, je voudrais vous demander de prendre une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner ci-dessous, car cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Voici maintenant les chiffres qu'a rendu public l'amiral King, le commandant du commandement central. Plus de 50 000 soldats américains, plus de 200 avions de chasse, 2 porte-avions, et presque tous les types de bombardiers que nous possédons. En fait, ces bombardiers décollent des États-Unis continentaux pour aller en Iran, larguent leur cargaison et reviennent sans même atterrir nulle part. Cela représente plus de 3 heures d'aller-retour chaque nuit. Nous avons vu des B1, nous avons vu des B2, et nous avons vu des B52, les 3 étant utilisés dans cette opération. Ce trajet aller-retour pourrait évoluer, puisque nous avons désormais la permission du Royaume-Uni d'utiliser la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement, car le Royaume-Uni a été très clair sur le fait que nous ne pouvons utiliser leur base qu'à des fins défensives. Je ne sais pas si le Royaume-Uni verrait les bombardiers comme défensifs. Espérons que cela change assez rapidement à l'avenir. Néanmoins, pour l'Iran, la douleur est réelle, et c'est pourquoi l'Iran tend la main. Nous avons reçu un rapport ce matin selon lequel des agents du ministère iranien du renseignement ont en fait contacté la CIA avec une proposition pour discuter des conditions de la fin du conflit. Maintenant, je veux être clair ici. Il s'agit d'agents du renseignement, pas de dirigeants politiques comme Ali Larijani. Donc, il n'est pas clair exactement de quel pouvoir il dispose. Encore une fois, une réserve à mon propos. L'Iran est un État où les agents du renseignement sont très puissants, comme en Union soviétique. Vous savez, ce n'est pas rien, mais ce n'est sans doute pas aussi fort que si Ali Larijani contactait directement. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ne semblent pas intéressés. Nous en avons déjà parlé, mais voici la déclaration du président Trump d'hier. Forces aériennes iraniennes anéanties. La défense aérienne et la marine iranienne ont disparu. Ils veulent parler, j'ai répondu que c'était trop tard. Maintenant, nous ne savons pas exactement parce que le rapport est sorti après la déclaration. Mais il est très possible que ce message fasse précisément référence à la démarche dont nous parlons. L'administration le savait peut-être avant la publication et avait déjà rejeté les tentatives. Selon la télévision d'État iranienne, les dirigeants restants ne semblent pas non plus vouloir de cesser le feu, même s'ils sont en train d'être anéantis. L'administration Trump affirme officiellement que le changement de régime n'est pas l'objectif déclaré de cette opération. La Maison-Blanche ne l'a pas rendu public. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'espère pas un changement de régime. D'après certains rapports et préparations observées, le changement de régime paraît visé, sans être officiellement déclaré. En évoquant le changement de régime, le président Trump a récemment été interrogé sur Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah. La question était essentiellement de savoir si Reza Pahlavi est une bonne option pour diriger l'Iran après un changement de régime. Or, la réponse de Trump était intéressante. Il a reconnu publiquement ce que de nombreux experts iraniens avaient déjà affirmé. Pahlavi est populaire en dehors de l'Iran, mais à l'intérieur du pays, son soutien n'est pas aussi fort que beaucoup de gens le pensent.
Je sais que beaucoup réagissent émotionnellement à cela. Je veux être clair, le président Trump le constate directement. Il doit sûrement avoir de meilleurs renseignements que la plupart des gens qui regardent mes vidéos. Alors écoutez bien. Et le prince héritier Reza Pahlavi, pensez-vous qu'il soit une option? Je pense que oui, certains l'apprécient, nous n'y avons pas beaucoup pensé. Il me semblerait qu'une personne issue de l'intérieur serait peut-être plus appropriée, je l'ai déjà dit. Il a l'air d'être quelqu'un de très bien. Mais il me semblerait que quelqu'un qui est déjà là, qui est actuellement populaire, s'il y a une telle personne, serait plus approprié. Nous avons aussi des gens comme ça et d'autres plus modérés. Vous savez, c'était les fous radicaux. Et vous savez ce qu'ils obtiennent? Ils n'obtiennent rien. Tout ce qu'ils font, c'est tuer des gens. Une chose de plus. Avant la tentative d'assassinat à Butler contre le président Trump, un autre complot d'assassinat, commandité par l'Iran, avait eu lieu. La nouvelle est tombée juste un jour avant l'incident de Butler, et c'est pour ça qu'elle a été éclipsée dans le cycle médiatique. Eh bien, devinez quoi? Le responsable iranien ayant ordonné cet assassinat a été éliminé. Voici plus de détails. Le ministre X et le général Kane l'ont confirmé ce matin. Bonjour. Nous savions depuis longtemps que l'Iran avait l'intention d'essayer de tuer le président Trump et ou d'autres responsables américains. Et même si ce n'était pas du tout l'objectif de l'opération, en fait cela n'a jamais été évoqué par le président ou qui que ce soit d'autre, j'ai veillé, et d'autres aussi, à ce que ceux qui étaient responsables de cela figurent finalement sur la liste des cibles. Ce n'était pas le début de l'opération. Nous étions focalisés sur les missiles et les lanceurs, c'était notre priorité. Mais au final, si nous avions l'opportunité de nous en prendre à ceux qui essaient de s'en prendre spécifiquement aux Américains, nous le ferions. Et donc, nous avons finalement eu l'opportunité de le faire depuis les airs. Et puis, concernant la question avec la Turquie, je devrais revenir vers vous pour vous dire exactement à quoi ressemblait cette interception. Nous sommes au courant de cet engagement particulier. Cependant, il n'y a aucune raison de penser que cela déclencherait quelque chose comme l'article 5 non. Vous avec la cravate, juste là. Vous portez une cravate? Merci. Revenez avec la BBC, pouvez-vous nous donner?